Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de M comme maman. Je m'appelle Héloïse et je vous accueille aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est vraiment extrêmement important. Pourquoi est-ce que le sommeil de l'enfant est aussi crucial? Comment est-ce qu'on met en place des rituels de sommeil? Est-ce que vous stressez quand votre enfant est fatigué, quand votre enfant ne dort pas, quand il est irrité? Nous allons faire un point là-dessus avec des professionnels de santé qui nous font le plaisir de nous accompagner sur cette émission. Alors installez-vous très confortablement, c'est parti pour la première émission de M comme maman. Avant d'accueillir notre première invitée, on va essayer de décrypter pourquoi est-ce que le sommeil de bébé est aussi important. Il faut savoir que pendant son sommeil, votre enfant va stocker des informations sur ce qui s'est passé toute la journée, mais également dans les moments d'éveil qu'il a eu. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de facteurs internes et externes qui peuvent jouer sur son sommeil. C'est pour ça que là, nous allons voir Julie, qui est aussi connue sous le nom de Dodo la Minette, et qui va nous parler de comment se passent les consultations au sommeil, ainsi que les rituels qui sont mis en place pour accompagner les bébés et pour vous accompagner, vous, parents, dans cette belle aventure. On te connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Dodo la Minette. Oui. Donc, on a tous la petite référence à la chanson Dodo la Minette pour endormir les bébés. Donc, je voudrais, pour ceux qui ne te connaissent pas dans la communauté, que tu te présentes, que tu nous expliques et surtout, par rapport à ta profession d'infirmière et à ta spécialisation de consultante en sommeil, nous expliquer comment est-ce que tu accompagnes les parents, les jeunes parents, sur justement cette question du sommeil de bébé. Donc moi je suis Julie, je suis infirmière en néonatologie à la clinique de Sainte-Clotilde, je suis infirmière depuis 2018 et consultante en sommeil depuis 2020, donc j'ai 2 enfants. Comment j'accompagne les parents? Je fais plusieurs choses, je rassure beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de parents qui pensent que leur bébé a une problématique de sommeil alors que finalement on est un peu dans la normale, d'accord? Donc c'est vrai que je ne fais pas que des consultations pour réparer en tout cas les problématiques. Souvent je suis là pour rassurer et leur dire que tout ça c'est normal. Après, c'est vrai que un peu plus tard, donc on va dire à partir de 6 mois, 8 mois, où là, effectivement, on a un rythme un peu saccadé, où on a des multiples réveils autres que pour manger. Et donc là, c'est vrai que j'interviens et je peux proposer soit des consultations ou alors des suivis vraiment journaliers sur 15 jours, sur un mois pour vraiment encourager les parents, pour les soutenir un peu tous les jours. Et donc voilà. Et du coup, les problématiques que tu rencontres le plus souvent en général, c'est quoi? C'est vraiment, je sors de la maternité, mon bébé a du mal à dormir, comment je fais? Ou est-ce que tu vas être plus dans la mise en place de routines de sommeil? Parce qu'on entend en fait de plus en plus parler de ces fameuses routines de sommeil. Oui. On n'en parlait pas avant, du temps de nos parents. Oui. Et c'est vrai qu'on entend souvent le petit train du sommeil va passer à 19h. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement cette histoire de petit train du sommeil? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour le début de ta question, c'est vrai que les mamans justement qui sortent de la maternité ont besoin d'être soutenues et elles ont besoin d'entendre que ok, ça c'est normal, garde ton bébé sur toi, dors avec lui, il n'y a pas de problème, tout est ok, tout est normal. Après, c'est vrai que plus on avance dans l'âge et plus on a des soucis de rythme, vraiment. Alors, soit en journée, où ce sont des bébés qui vont faire uniquement 2 siestes de 30 minutes dans la journée, où là, on va savoir que c'est pas suffisant. Ou alors, effectivement, des bébés qui vont se réveiller soit en pleine nuit, pendant 2 heures de temps, hyper réveillés, et ils ont 9 mois, alors que normalement, même s'ils peuvent encore manger, évidemment, à cet âge-là, ils ne doivent plus se réveiller pendant 2 heures ou 3 heures de temps sans dormir. Donc, c'est vraiment... Plus on avance dans l'âge et plus on a des vraies problématiques qui s'installent, donc soit un problème de rythme dans la journée ou alors de multiples réveils effectivement dans la nuit. Après, il faut savoir aussi que comme chaque bébé est unique, chaque bébé a son propre rythme. Pas tous les bébés doivent dormir à 19h. Il y a des bébés qui doivent dormir à 18h, il y a des bébés qui doivent dormir à 21h. Ça va dépendre vraiment du rythme de l'enfant déjà dans la journée. Et effectivement, un bébé qui va naître a un temps d'éveil qui va être de 20 minutes, 30 minutes. Un bébé qui a 1 an va avoir un rythme, en tout cas un temps d'éveil de 2 heures, 2 heures et demie de temps. Donc en fonction de ça, c'est là que va intervenir effectivement le train de sommeil. C'est normal que plus le bébé
bébé grandit et moins il a besoin de dormir en journée. Cependant, la nuit, ils vont avoir un besoin de sommeil à peu près identique. Donc, on parle de petits et de gros dormeurs, mais on est quand même dans une tranche d'heures entre 10 heures et 12 heures de temps de sommeil la nuit, en plus des 2 heures ou 4 heures ou voilà, la journée. D'accord. Et du coup, à cette question qui revient souvent, de plus en plus, à la maternité, à la base, on nous disait réveiller le bébé toutes les 3 heures pour le faire manger. Sauf qu'on remarque, là, en ce moment, que c'est de moins en moins le cas. Ils te disent de respecter le sommeil de l'enfant. Toi, ta position, c'est quoi là-dessus? Est-ce que je réveille mon bébé toutes les 3 heures si j'allaite pour lui donner le sein ou pour lui donner le biberon? Ou est-ce que je le laisse y aller à son propre rythme et se réveiller quand il a faim? Oui. Alors, tu vas m'entendre beaucoup dire ça dépend des bébés. Pourquoi? Parce que, alors déjà, j'ai ma casquette d'infirmière en néonat, donc des bébés qui ont des petits poids. Et donc là, évidemment, on va les réveiller parce qu'ils ont besoin de grossir et de prendre du poids. Un bébé qui est, par exemple, né à 3,5 kg, d'accord, qui a un poids normal, qui a un développement normal, alors on peut le laisser dormir. Et on va aller vérifier ça tous les mois chez le pédiatre. Si on se rend compte qu'on laisse l'enfant dormir, quand il se réveille, il boit une bonne quantité de lait, il boit suffisamment la journée et il continue de grossir, c'est que là, c'est OK. Si on se rend compte que chez le pédiatre, de toute manière, c'est soit la sage-femme ou soit le pédiatre qui va nous conseiller ça. Ah, mais du coup, là, au niveau du poids, c'est pas top, etc., ce qui est rarement le cas quand même. Alors là, on va le réveiller. Mais un bébé qui est bien en tout cas dans un développement normal, qui n'est pas à 2,5 kg, etc., qui est bien dans son développement, on pourra le laisser dormir. Et ça, il n'y a aucun problème parce qu'il va de toute façon se rattraper au réveil si c'est un allaitement ou un biberon et dans la journée aussi. D'accord. Et dernière question, on avait eu aussi sur les réseaux, oui. C'était, donc mon enfant il est tout petit, je mets en place une routine de sommeil avec lui, mais il va grandir. Est-ce que les habitudes de sommeil vont changer au fil du temps? Combien de temps est-ce que je garde la routine que j'ai mis en place depuis tout petit? Comment ça se passe? On avait eu des questions aussi de à quel âge est-ce que j'introduis le doudou? Est-ce que je lui donne son doudou depuis tout petit? Toi, c'est quoi ta position sur ces questions? Alors, chaque bébé choisit sa routine. J'insiste sur le fait que ce soit le bébé qui choisit sa routine parce que c'est pas parce que le bébé a 6 mois qu'on va devoir le masser, l'allaiter puis lire un livre, d'accord? On doit surtout être à l'écoute de l'enfant. Donc si c'est un bébé qui aime être touché et si c'est un bébé qui est détendu après un massage, alors oui, on pourra l'intégrer dans la routine de sommeil. Si c'est un bébé qui est hyper excité, comme ma fille par exemple, et qui est hyper excité devant un livre quand elle était petite, évidemment là elle est beaucoup plus calme, alors on va peut-être lire un livre pendant un temps d'éveil. Donc c'est vraiment selon l'enfant et selon ses préférences. Après, sur la question du doudou, il y a des parents effectivement qui me posent la question sur l'importance du doudou. Vous l'intégrez quand vous voulez, mais c'est vrai qu'on a un pic un peu de doudou préféré à partir de 9 mois quand on parle un peu, j'aime pas dire ça, mais d'angoisse de séparation. Et donc là, on pourra intégrer le doudou. Moi, je conseille aux mamans de garder le doudou la journée et de donner à l'enfant le soir pour qu'il ait vraiment l'odeur de la maman. Garder le doudou toute la nuit pour que l'enfant garde le doudou effectivement la journée et donc se rappelle de l'odeur de la maman, se sente rassuré, ou du papa hein, évidemment, et se sente rassuré. Et donc évidemment bébé rassuré, c'est un bébé il vit beaucoup mieux en tout cas la séparation avec le papa. Moi là je conseillerais aux parents d'acheter 2 doudous, un doudou pour que vous dormiez avec la nuit et un doudou que vous laissez à votre bébé la journée, voire même un 3e en cas de perte du doudou. Exactement. Ça, et d'habituer aussi l'enfant à laver son doudou. Si vous avez des questions pour le sommeil de bébé, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez retrouver Julie sur Instagram et Facebook, ça va s'afficher tout en bas, c'est Dodo la Minette. Voilà. Et elle se fera un plaisir de vous répondre. Oui. Je vous propose de faire un focus et d'aller sur ce sujet en profondeur avec Nelly. On va surtout parler des parents, là. On va avoir son point de vue de sage-femme. Donc Nelly, tu es sage-femme. Est-ce que tu peux te présenter pour la communauté? Bien sûr, Nelly, sage-femme depuis 2008 en libéral. Donc j'ai vu beaucoup de parents, de bébés. On suit donc la grossesse et on va aussi s'occuper
après pour la peser, pour s'occuper de voir un petit peu les troubles de l'enfant, de voir l'évolution de l'enfant. On fait aussi tout ce qui est rééducation du périnée. On fait aussi après des ateliers. Maintenant, on fait des soins postpartum et on va dire, on peut faire des ateliers sur le massage bébé, les ateliers de discussion avec des couples quand ils ont beaucoup de questions. Et de nos jours, le postpartum est beaucoup mis en avant parce qu'on se rend compte que c'est une phase très importante pour les parents. Les parents se préparent beaucoup pendant la grossesse pour l'accouchement, mais on prépare aussi les parents pour après. Il y a aussi des suivis avec des psychologues qui sont dans la périnatalité, qui peuvent vous aider. On est là aussi pour vous écouter. Il y a aussi de faire des activités pour vous parce que on a besoin de se recharger. Tout le temps, les parents vivent à travers leur enfant. C'est-à-dire, il a pleuré. Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je trouve que c'est normal d'avoir ces réactions-là, mais c'est aussi de trouver son équilibre et sa force, son ancrage. C'est-à-dire, ok, là, il pleure. Pourquoi il pleure? Restons dans les faits. Il a mangé, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de problème donc de température, donc pas de problème d'infection. Il mange, donc ça va. Donc si il mange, ça veut dire quoi? C'est que tout va bien et si il n'a pas de fièvre, c'est que tout va bien. Donc il faut aussi reprendre un peu son calme et respirer. Et on disait l'environnement que nous on va donner à notre enfant va inculquer lui aussi comment il va être. Donc restons sur des faits factuels, c'est-à-dire ok, il n'a pas mangé, là peut-être qu'il y a quelque chose. Il a de la fièvre, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc si ces symptômes-là, il faut consulter un pédiatre, appeler la sage-femme qui la suit pour déjà se dire bon qu'est-ce qui se passe, voir c'est quoi la température. La température c'est super à 38 et demi, une fièvre, d'accord. On est à 37, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fièvre. Voilà. Restez calme. Restez calme. Un bébé qui ne va pas manger 3 heures après, c'est pas la peine de le réveiller. Là aussi on va couper le sommeil de l'enfant et donc va entraîner des soucis de rythme, de sommeil. Un bébé, alors au départ c'est des sommeils calmes, des sommeils éveillés. Donc ça veut dire que un bébé il va faire beaucoup de bruit dans la nuit. Donc une maman qui dort et qui est à côté de l'enfant, parce que le cododo c'est de dormir avec un petit lit qui est collé et accolé au grand lit. Effectivement, elle va entendre, le papa comme la maman va entendre beaucoup de bruit. Et c'est normal. Et un bébé aussi dans ce sommeil agité, il va faire aussi peut-être des pleurs, il va peut-être faire des petits bruits, il va peut-être bouger, il va faire des mouvements. Donc ça aussi, c'est pas venir directement et le réveiller. Autre chose, si on veut que l'enfant puisse un peu plus s'adapter à notre système diurne, donc le jour, la nuit, il faudra aussi se dire que la réponse à la question de l'enfant, c'est-à-dire qu'il demande quelque chose, la journée, on va venir tout de suite l'aider. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? On va venir faire des activités avec lui, on va l'agiter, on va l'activer, on va lui faire des sorties, on va ouvrir la maison, mettre de la lumière, on va mettre de la musique. Il faut le mettre en activité vers l'extérieur, vers ce monde qui s'ouvre la journée. Et la nuit, on va prendre le temps pour répondre à sa demande. C'est-à-dire que les petits bruits, ça peut être qu'il est en sommeil juste agité. Est-ce qu'il dort? Ou est-ce qu'il a besoin de moi? Hop, on reste quelques minutes, on voit, on est à côté, on est là, on le rassure. Il dort. Il était juste en sommeil agité. Et le cycle va vite passer 20 minutes, un quart d'heure après, il va passer en sommeil calme. Autre chose, on doit aller faire un rendez-vous quelque part. La petite astuce, le petit truc, je sais pas, il faut aller voir le pédiatre ou on doit aller voir la mamie pour présenter le bébé à la famille. On prend le poignet. Si le poignet, il est souple, c'est qu'il est en sommeil léger. C'est-à-dire qu'on pourra le réveiller. Si je prends son poignet et qu'il y a une résistance, c'est qu'il est en sommeil profond. Donc, on ne le réveille pas. Attendez un petit rythme de un quart d'heure, 20 minutes, et vous allez vous rendre compte que, hop, ça va être mieux. Et là, on pourra agir et faire des choses avec lui parce que là, on a besoin de le réveiller parce qu'il y a quelque chose d'important à faire. Voilà. Et par rapport justement, tu parlais de cododo. Oui. Il y a de plus en plus de parents, effectivement, qui prennent cette option de cododo. Ça, vous pouvez nous dire, la communauté, est-ce que vous êtes pour, contre le cododo? Est-ce que c'est une pratique que vous avez l'habitude de faire? Il y a de plus en plus de parents qui achètent le petit berceau cododo, mais il y a énormément de parents aussi qui dorment avec l'enfant. Mais on entend de plus en plus que ce serait dangereux, apparemment, de dormir avec son enfant dans son lit. Est-ce qu'il y a une pratique sécuritaire par rapport à ça? Est-ce que toi, tu aurais des conseils par rapport à ça? Dormir avec bébé entre papa et maman? Oui, non, peut-être. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors,
le cododo, qui est donc le petit matelas qu'on met accolé au lit, ou le co-sleeping, qu'on met le bébé dans le lit. On va dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise le cododo, c'est-à-dire le petit matelas qu'on accole au lit. La santé, les recommandations ne recommandent pas le co-sleeping. On va dire qu'il faut vraiment, sinon, sécuriser. Alors, un enfant, on va s'adapter aussi à lui. Je veux dire, les recommandations sont là pour sécuriser le plus possible les parents. Et en fait, c'est pour sécuriser et, on va dire, éviter le risque de mort inattendue du nourrisson. On va dire ce qu'on disait à l'époque, mort subite du nourrisson. On va dire qu'il faut éviter toute chose qui est dans le cododo, qui est dans le berceau. Si on met des choses, ça sera vraiment au pied du bébé, jamais à la tête du bébé. On va dire aussi que un matelas, il faut qu'il soit quand même dur, faut pas qu'il soit mou, faut pas que ce soit un oreiller qui enfonce le bébé dedans. Je conseille quand même aux parents, vous savez, dans le cododo, vous avez des choses qui montent ou qui descendent. Donc de simplement surélever le dossier du cododo ou du berceau. Autre chose, un bébé, quand il dort, il a besoin quand même de bruit, parce que dans le ventre de la maman, il avait le cœur qui battait, il avait les gaz qui étaient dans le ventre, qui faisaient du bruit. Il y a les voix, les paroles de la maman, du papa. Donc, effectivement, si on le met dans le cododo et il n'y a plus du tout aucun bruit, tout est très paisible, peut-être que lui, ça va peut-être l'embêter. Donc, peut-être de faire aussi soit mettre de la musique, soit rester à côté de lui. En tout cas, un rituel de sommeil, c'est intéressant d'avoir un moment sécure avec les parents, un moment où on va le mettre dans un cocon d'amour pour pouvoir l'endormir. Et toujours le même rituel, parce que ce rituel va se répéter dans le temps et va permettre de sécuriser l'enfant et de s'endormir. Petite chose vraiment qu'il faut se dire, par exemple, si vous l'endormissez dans vos bras et qu'il s'endort dans vos bras et tout d'un coup vous le mettez dans son berceau, il va se réveiller tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une insécurité. Il va se dire mais je suis dans les bras de maman, là je suis dans un berceau tout seul. Donc vous avez cassé complètement son rituel et ses rythmes de sommeil. Et donc ça va peut-être le mettre dans une posture de insécurité, donc de non-rassurance, de non-assurance, et donc plus tard d'avoir des peurs aussi. Donc toujours rituel, on est avec les parents, il s'endort dans un éveil qui est calme, mais il est avec vous dans cet éveil et il va dans son sommeil. Merci beaucoup en tout cas Nelly. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si ce sujet vous a parlé, je vous invite à nous laisser un commentaire. Si les éléments qu'on a évoqués vous parlent, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire et surtout n'hésitez pas également à partager la vidéo. Donc Ingrid, tu nous as rejoint. Est-ce que tu peux te présenter pour la communauté? Oui, bonjour. Je suis Ingrid Lorette, ostéopathe, depuis quelques années maintenant d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de faire des formations complémentaires dans le domaine de la périnatalité, où je suis et j'aide les femmes lors de leur grossesse, les bébés dès la naissance et les femmes en postpartum également. Donc je m'adresse à la communauté. Si vous avez déjà entendu des mythes particuliers par rapport au sommeil de bébé, moi j'aimerais bien que vous nous le dites en commentaire et que vous participiez également à cette conversation. Le mythe le plus répandu, là, Julie, elle va nous dire qu'est-ce que toi tu as entendu sur le sommeil des enfants. Alors, ce que j'ai entendu et ce que je vérifie de par ce que je fais et dans l'accompagnement des parents, c'est les bébés qui dorment mal à la pleine lune. Je le vérifie très très souvent, déjà pour moi personnellement, et pour mes enfants aussi, et évidemment pour les bébés que j'accompagne. Pour moi, c'est un mythe qui est vérifié, en tout cas un peu tous les jours dans mes suivis, c'est que quand il y a la pleine lune, les bébés dorment moins bien. Alors, je tiens à préciser que quand il y a la pleine lune, en général, les parents dorment moins bien aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Oui. Et il y en avait un autre, Nelly, tu m'en avais parlé de celui-là, mais c'est plus un mythe. Ça commence à la grossesse, et ensuite ça se vérifie ou pas à la naissance. Alors, les grands-mères, à l'époque, disaient que quand un bébé est calme dans le ventre, eh ben, les bébés bougent beaucoup et donc sont beaucoup plus actifs à la naissance. Donc je me dis, plus actifs, donc dorment moins aussi, je suppose. Et on dit que les bébés qui sont très actifs dans le ventre de la maman dorment
dorment mieux. Alors, les mythes, c'est bien pour ça qu'on appelle cela des mythes. Alors, la vérification se verra. Par contre, intéressant, moi je trouve super intéressant, c'est la Lune, parce qu'on est gravitationnel, on est dans la pesanteur, on est dans un système astral, et donc l'eau, notre corps est fait vraiment beaucoup d'eau, et on voit bien les marées, donc je pense qu'on a un impact constant avec la Lune, et c'est aussi un mythe de l'accouchement. Donc, vérifier ou non, les études montrent ou non, mais il y a quand même quelque chose qui est lié. Ouais. Voilà. Alors, je m'adresse à vous, du coup, qui nous suiviez. Je vous laisse commenter là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mythe de la Lune? Est-ce que vous êtes d'accord avec le mythe dont Nelly nous a parlé? Quand l'enfant est calme dans le ventre, ça veut dire qu'il est agité. Quand l'enfant est agité dans le ventre, ça veut dire qu'il est calme. Bon, pour moi, personnellement, la mienne, elle a été hyper agitée dans mon ventre pendant toute la grossesse. Et elle est toujours aussi agitée. Ah voilà. Pour moi, c'est absolument pas vérifié. Mais en tout cas, je vous laisse commenter et nous dire ce que vous pensez sur cette vidéo. Donc maintenant, on va en venir sur les questions de la communauté. Je vous rappelle que M comme maman, c'est une émission qui est vraiment dédiée à la grossesse, à la parentalité, et que vous avez l'opportunité de nous envoyer vos questions sur notre compte Instagram, par email, ou sur la vidéo que vous allez voir là sur YouTube. Vous pouvez nous laisser vos commentaires si vous avez des questions ou des interrogations. Et par rapport à ce sujet du sommeil de bébé, on a une première question qui va s'adresser à vous. Quels sont les signes indiquant qu'un bébé pourrait avoir des problèmes de sommeil? Alors, les bébés qui sont en manque de sommeil sont très irritables. Ils vont beaucoup pleurer. Les bébés qui commencent à se développer au niveau moteur vont être très maladroits, donc tomber ou pas pouvoir se relever comme il faut, etc. Et il faut savoir aussi que plus un bébé est fatigué, et moins il dormira. Donc ça, c'est très important de comprendre, c'est que forcément, plus il est en manque de sommeil, plus il sera agacé, et donc moins il aura, plus il aura du mal du coup à se poser et à s'endormir facilement et à pouvoir se rendormir et enchaîner les cycles de sommeil. Donc c'est vraiment l'irritabilité, et puis surtout ils bougent un peu dans tous les sens, ils tombent, ils veulent tout le temps être portés, etc. Donc c'est vraiment le signe, en tout cas les signes de manque de sommeil. C'est un cercle vicieux finalement. Exactement. Les parents, ils s'en sortent plus après. Exactement. Et c'est vrai que on a tendance on entend souvent que si l'enfant dort pas la journée, il dormira mieux le soir. Et ben ça c'est complètement faux, faux. Encore un mythe. Exactement. Encore un mythe, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut que l'enfant dorme mieux le soir, il faut qu'on s'accentue sur des bonnes siestes pour qu'il dorme mieux. Et évidemment, s'il dort moins bien la journée, il dormira moins la nuit et dormira encore moins bien la journée. Et donc, on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc d'où l'importance d'établir vraiment des bonnes routines de sommeil. Exactement, et un avec bon les rythme. parents. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire plus aussi avec ton expérience de sage-femme sur tout ce qui est troubles de sommeil? Alors, les troubles de sommeil pour un bébé de moins de 6 mois, je trouve que il n'y a pas forcément de troubles de sommeil parce que l'enfant est en train de apprendre à trouver son rythme. En fait, il naît et dans le ventre, en intra-utérin, il avait tout en continu, que ce soit la nourriture, que ce soit la chaleur, que ce soit le contact avec maman, le contenance, la rassurance de sa mère, de l'utérus de sa maman. Il se retrouve dehors, donc tout est assez nouveau, tout est assez effrayant pour lui, et les rythmes de bébé sont difficiles. Il faut s'adapter. On a vraiment à laisser cet enfant se ritualiser aussi seul et à faire confiance à la mère. Moi, j'ai énormément de mamans, surtout, qui me contactent à la sortie de la maternité et qui m'écrivent en disant mon bébé refuse de dormir dans son lit tout seul, donc il dort que 30 minutes. Et j'insiste sur le fait que un bébé ne saura pas faire. Plus il va dormir dans vos bras, plus il fera de longues siestes, et plus un enfant est sécurisé, et plus il va aller vers le monde, il aura confiance et il va mieux dormir aussi, j'en suis certaine. Merci les filles. On avait une autre question de la communauté. Là, je me tourne plus vers toi, Ingrid, parce qu'on a une de nos mamans qui nous a demandé comment est-ce que les séances d'ostéopathie peuvent aider bébé à mieux dormir. Alors, il faut venir nous voir. N'hésitez pas, déjà. Contrairement à Nelly et Julie, c'est vrai que nous, on va pas vraiment intervenir directement sur les troubles du sommeil. On va plutôt chercher, en fait, les causes qui font que bébé est irrité, pleure, ne veut pas dormir. Et c'est souvent des troubles, soit digestifs, soit, en fait, quand c'est dans ce ventre chaud,
ils ont pris des positions et surtout à la sortie, ils ont eu beaucoup de tension musculaire. En fait, non. Nous, on vient rétablir un petit peu l'équilibre musculaire, la détente, relâcher tout ce qui est digestif pour que le bébé soit plus calme et plus détendu. Et aider les mamans, les conseiller un petit peu, faire des massages du ventre, ce genre de choses, hein, donner un petit peu tous les conseils possibles pour les aider à aller mieux et qu'elles puissent dormir aussi. Alors, l'ostéopathie et la sage-femme, on est quand même très liés. Oui. Et j'en vois souvent des patientes qui ont des problèmes de coliques, des problèmes digestifs, de problèmes d'hyperextension, parce que hyperextension, ça veut dire crise aussi beaucoup plus fort. Des bébés aussi, il y a beaucoup de bébés qui ont eu un accouchement, comme elle disait, un peu traumatique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une ventouse, un forceps, une spatule, forcément, c'est conseillé d'aller voir l'ostéopathe. Cette instrumentalisation, ça va tirer vraiment cette tête sur l'enfant. Ça va créer un bébé peut avoir déjà un torticolis. Donc, il faut venir détendre tous ses muscles. Bien sûr, il sera irrité. C'est pas une position naturelle. Il faut libérer pour qu'il puisse dormir dans tout le temps. Du coup, j'en viens sur la dernière question de la communauté. Comment est-ce que les professionnels de santé peuvent accompagner les jeunes parents? Donc là, on parle à la fois du bébé, mais aussi des parents en eux-mêmes, parce que je rappelle quand même que la parentalité, surtout quand c'est le premier enfant, c'est extrêmement compliqué. On se pose énormément de questions. Quand c'est le deuxième enfant, il y a aussi le premier enfant à gérer en fonction de l'écart qu'il y a entre les deux. Donc, en tant que professionnel de santé, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes parents dans cette nouvelle aventure? Les jeunes parents, déjà, il y a les cours, nous, en tant que sage-femme, on a les cours de préparation à l'accouchement, qui sont quand même de 7 cours. Je les vois depuis le début de la grossesse, parce qu'on peut suivre une grossesse, mais on a vraiment, les sages-femmes ont un rôle important sur l'accompagnement des futurs parents. Nous avons des cours sur les soins du bébé, et on peut développer aussi sur les massages de bébé. Il y a de l'homéopathie qu'on peut travailler dessus, et c'est surtout de donner confiance à ses parents, parce que il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Nos parents ont fait comme ils ont pu et comme ils ont fait de leur mieux, et pourtant on les aime. Je vais rebondir. Moi, je suis persuadée que de choisir la bonne personne qui nous convient, c'est ce qui est essentiel. Il faut toujours que ça matche. Moi, je pense que le feeling et le discours que l'autre a à nous donner et à nous offrir, je dirais, c'est essentiel. Combien de parents je consulte et qui me disent que le pédiatre leur a conseillé de laisser pleurer l'enfant en disant ça va marcher. Ok. Sauf que pourquoi ça marche pas? Donc, en fait, à partir de là, on change de pédiatre. On n'est pas obligé de garder un pédiatre. On peut même voir un médecin de famille. Moi, j'ai jamais vu de pédiatre pour mes enfants. Hein. Ça a Bien toujours sûr. été médecin de famille, et ça a été toujours très bien. Il faut avoir confiance en la personne. Il faut un accompagnement bienveillant, comme tu disais tout à l'heure. Et pour moi, c'est l'essentiel. Donc, peu importe finalement qui on décide de voir, l'ostéopathe, la chiro, la sage-femme, etc. L'essentiel pour moi, je pense, c'est d'avoir un merveilleux accompagnement. Et de C'est ça qu'il faut. l'écoute. Et une personne qui est un peu formée aussi. Parce que c'est vrai que les pédiatres, alors là, on a les jeunes qui commencent un peu effectivement à se former. Mais si on a des vieux médecins qui ont ces mythes encore de l'ancienne école, c'est très compliqué pour un nouveau parent de suivre ces conseils-là, de portage, etc. Si on n'est pas formé, si on se réactualise pas, en tant que nouveau parent, je pense que ça peut être compliqué de gérer cette vague de parentalité un peu compliquée parfois. Je vais dire que ce soit un vieux pédiatre ou un jeune pédiatre, il y a des bons pédiatres. Oui. Mais parce que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est de l'ancienne génération et qu'on est comme ça. C'est pour Parce ça qu'il y a qu'il faut des se réactualiser. voilà. Mais il y a en fait. des C'est ça gens qui est se réactualisent essentiel. et qui ont Et c'est ça. qui ont des formations continues C'est et qui ça, sont dans qui est- une ouverture d'esprit. Voilà. Et peut-être même les âgés parfois s'ouvrent avec le temps, avec leur expérience. Exact. Et les jeunes, on sort de l'école aussi, donc ils ont aussi des nouvelles Oui. méthodes, mais ils vont encore apprendre et Oui. nous allons aussi apprendre. Exactement. Oui, Et c'est c'est pour ça que on continue à se former en fait. Oui. En ostéopathie aussi, j'ai encore fait une formation l'année dernière sur les femmes enceintes parce qu'il y a de nouvelles techniques, des choses. En fait, oui, je rejoins un petit peu ce que vous avez dit. Il faut être dans la bienveillance avec les nouveaux parents. Ils ont plein de questions et on est là aussi. On est là pour les soutenir. On est là pour les aider dans cet accompagnement. Pour les rassurer Les aussi. rassurer C'est ça
et surtout leur dire que ben oui, on fait comme on peut avec ce qu'on a. N'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vous. Votre sommeil, c'est aussi important que le sommeil du bébé. Comme tu l'as bien dit, il faut trouver son thérapeute. Si ça matche pas avec le pédiatre, le médecin de famille, même l'ostéopathe, changez d'ostéopathe, c'est pas très grave. Merci les filles. Donc effectivement, chaque enfant est unique, chaque parent est unique. Merci d'avoir répondu aux questions de notre communauté. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci beaucoup les filles. Merci à toi pour l'invitation. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première émission de M comme maman qui avait pour sujet le sommeil de bébé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer de la force en mettant un petit like sur la chaîne et également sur notre compte Instagram M comme maman. Je remercie le Saint-Alexis qui nous a accueillis dans ce cadre qui était juste magnifique. Nelly, notre sage-femme, Dodo la Minette, notre consultante en sommeil et Ingrid, notre ostéopathe. N'oubliez pas, chers parents, chaque enfant est unique et la parentalité, c'est un voyage incroyable, plein d'émotions. N'oubliez pas que vous faites de votre mieux et que tout le monde vous soutient. Pour la suite, ce que je vous propose, c'est de rester connecté à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez qu'on développe un sujet particulier, vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez nous envoyer un DM sur Insta. En attendant, prenez soin de vous.